Et merci d'être avec nous sur TV5 Monde, c'est l'heure de votre grand angle. Un grand angle consacré aujourd'hui à la situation au Moyen-Orient et plus particulièrement à la crise diplomatique entre l'Arabie Saoudite avec deux de ses voisins, le Liban et l'Iran. Beaucoup de questions à poser à nos invités du jour. Fathia Dazi, vous êtes politologue, chercheur à l'IRSEM. Merci d'être avec nous. Également en plateau, Slimane Zeguidour, éditorialiste à TV5 Monde. Bonsoir à tous les deux. Slimane, je me tourne déjà vers vous parce que je voulais qu'on revienne sur le dernier épisode qui est toujours en cours. D'ailleurs, l'Arabie Saoudite a décidé la semaine dernière de rompre ses liens diplomatiques et économiques avec le Liban. Rappelez-nous, qu'est-ce qui a provoqué cette décision? Tout est parti d'une interview dans la presse. Oui, en fait, il y avait déjà une exaspération saoudienne palpable depuis le printemps dernier et même avant. Déjà au printemps dernier, l'Arabie Saoudite avait interrompu les importations de légumes et de fruits du Liban, dont elle était le principal marché extérieur, ce qui se soldait par une perte sèche pour le Liban d'entre 20 et 30 millions de dollars par an. Mais la goutte qui a fait déborder le vase, c'est la critique par le ministre des Affaires étrangères libanais, qui d'ailleurs n'est pas un diplomate de profession, mais un ancien animateur de télé, qui avait critiqué, avait émis des réserves sur la politique saoudienne au Yémen. Et ça, pour les Saoudiens, c'était vraiment la goutte qui a fait déborder le vase. Fathia Dazi, comment on peut expliquer donc cette décision? L'objectif de l'Arabie Saoudite, c'est de mettre une pression direct sur la classe politique libanaise, selon vous? Oui, c'est tout à fait l'objectif, mais comme le disait tout à l'heure Slimane, ce désamour entre l'Arabie Saoudite et le Liban remonte à plusieurs années. Très clairement, à l'arrivée au pouvoir du roi Salman et de son fils, parce que tous les deux, contrairement au roi précédent, roi Fahd et au roi Abdallah, qui entretenaient une relation familiale, de proximité très forte avec le Liban, ne l'entretiennent pas. Je veux dire, le roi Salman n'a pas la proximité qu'avaient ses frères sur le Liban, et la nouvelle génération représentée par le prince héritier encore moins. Et donc, de manière très décomplexée, avec la marque qu'on lui connaît à ce prince héritier, assez ferme, il a décidé qu'il n'était plus du tout de l'intérêt de l'Arabie Saoudite de continuer comme ça à investir et à s'engager au Liban, puisque ça ne lui rapportait absolument rien. C'est juste sur une question économique ou Non, tout sur le plan politique. Je veux dire, Riyad, traditionnellement, s'est énormément investi. Il était au centre des accords de Taïf en 89. Riyad avait un rôle... Enfin, le Liban constituait, si vous voulez, quelque chose de très important dans la diplomatie saoudienne. Depuis 2016, et ça a été depuis que Riyad a dénoncé le fameux accord d'Onas, qui était un accord tripartite entre la France, le Liban et l'Arabie Saoudite, pour refinancer l'armée libanaise et les forces de sécurité intérieure libanaises. Ça avait été signé en novembre 2014 par le roi Abdallah, et ça a été dénoncé en février 2016 sous le roi Abdallah et son fils. Ouais, donc on comprend bien ce qui a augmenté cette exaspération saoudienne, c'est que, pour abonder dans le sens de Fathia, c'est que régulièrement l'Arabie Saoudite a injecté des millions de dollars, voire des milliards dans l'économie libanaise pour que les Libans maintiennent la tête hors de l'eau. Donc il y a aussi dans l'exaspération saoudienne le sentiment d'une sorte d'ingratitude libanaise ou qu'ils investissent dans le vide. Il y a aussi une question politique derrière, puisque ça traduit un profond désaveu quand même de l'Arabie Saoudite vis-à-vis de la classe politique libanaise, jugée sous influence du Hezbollah. Ça, c'est une autre partie importante. Ah bien sûr, mais c'est le corollaire. Il est évident que l'Arabie Saoudite ne découvre pas que le Liban est dominé par le Hezbollah, bien sûr. Mais ils ont beaucoup investi sur Saad Hariri, qui s'est avéré très décevant. Et souvenez-vous, ce coup d'éclat de Riyad, lorsque Saad Hariri, à l'époque Premier ministre du Liban, annonce sa démission à Riyad en novembre 2014, au moment où le prince héritier fait sa fameuse purge dans le Ritz-Carlton. Voilà, ça c'est un épisode... Il avait même donné l'impression, le Premier ministre libanais, d'être retenu, malgré lui, en Arabie Saoudite. Oui, c'était pour faire directement pression et dénoncer aussi
Donc faire démissionner le Premier ministre libanais et provoquer une crise politique pour essayer d'inverser le rapport de force en défaveur du Hezbollah. Mais ça n'a pas marché comme Riyad l'avait voulu. Mais aujourd'hui, est-ce que l'Arabie Saoudite a tout intérêt à ce que la situation politique au Liban se dégrade? C'est pas un intérêt pour la région. Les Saoudiens disent très clairement à la classe dirigeante libanaise, vous prenez vos responsabilités. Tant que le rapport n'est pas inversé, nous nous mettons en réserve, parce que trop, c'est trop. Il est inutile qu'on continue, comme disait Slimane, à injecter des millions et des millions pour que finalement le Liban soit totalement contrôlé par le Hezbollah et bien sûr, de facto, l'Iran. Slimane Zeguidour, est-ce qu'il peut y avoir une sortie de crise avec le Liban prochainement du côté de l'Arabie Saoudite, ou le dégel, c'est pas pour tout de suite? Mais qu'est-ce qu'on donnerait à l'Arabie Saoudite pour que l'Arabie Saoudite puisse faire ce qu'elle pourrait faire pour aider à débloquer la situation? Le jeu libanais est bloqué par le Hezbollah. Donc, ça veut dire que le Hezbollah, non seulement le Hezbollah, mais démographiquement les chiites, qui étaient une petite minorité au moment de la création du Liban, sont aujourd'hui une quasi-majorité par rapport aux autres dans l'arithmétique communautaire. Et il y a l'Iran derrière. Le problème entre l'Arabie Saoudite et le Liban, c'est aussi le spectre de la tutelle de l'Iran qui est là. Contre le Hezbollah, l'Arabie Saoudite, si on en croit les documents de Wikileaks, aurait même proposé en 2016 de financer une sorte d'armée arabe soutenue par l'OTAN et l'ONU pour combattre même le Hezbollah. Mais l'Arabie Saoudite est de facto le protecteur de la communauté sunnite du Liban, qui de toutes les communautés libanaises est la seule qui n'a jamais eu de milice à elle, armée. Et c'est cette communauté aujourd'hui qui est dans cette alliance entre une bonne partie des chrétiens et le Hezbollah, marginalise la communauté sunnite. On comprend bien ce point-là, effectivement, Slimane Zeguidour, mais Fatia Dazi, dans le même temps, on a l'Arabie Saoudite qui dit ça y est, je recommence à parler avec l'Iran. Pourtant, les deux pays étaient brouillés depuis 2016. D'un côté, on se brouille un petit peu avec le Liban, et à côté, on commence à tendre la main à l'Iran. Pourquoi ? C'est complexe comme situation. Oui, bien sûr, tout n'est pas binaire. Il est clair que l'Arabie Saoudite et l'Iran se reparlent par l'intermédiaire de l'Irak. Le gouvernement irakien a proposé sa médiation aux Saoudiens qui ont rompu leur relation avec l'Iran. Souvenez-vous, en janvier 2016, suite au saccage de l'ambassade et du consulat saoudien, à la suite de l'exécution d'un dignitaire chiite saoudien, Cheikh Namar al-Namar, qui était très proche des Iraniens et qui était quelqu'un d'assez radical et sécessionniste. Et d'ailleurs, le Liban n'avait pas dénoncé cela, contrairement à la plupart des pays de la Ligue arabe. Donc ça a été aussi un point de clivage avec le Liban. Alors pourquoi l'Arabie Saoudite reparle à l'Iran ? Souvenez-vous, les fameuses attaques contre le site Al-Abqaq en septembre 2014 qui avait paralysé la moitié de la production pétrolière saoudienne. Ça avait été revendiqué par les rebelles Houthis, les ennemis de l'Arabie Saoudite au Yémen, mais en fait, c'était signé, ça portait la marque de l'Iran. Et la réaction du président Trump, pourtant grand allié des Saoudiens, ça avait été de dire « il est hors de question qu'un soldat américain meure pour vous défendre. On vous vend suffisamment d'armes pour que vous vous défendiez tout seul. » Et ça a été un vrai traumatisme pour les Saoudiens, parce que ce soit Trump ou un Biden, ils considèrent qu'aujourd'hui, les États-Unis sont plus au rendez-vous comme alliés pour les protéger. Donc, qu'est-ce qu'il leur restait ? L'Irak, comme le Koweït ainsi que Oman, ont proposé de faciliter un dialogue avec l'Iran. Et ils se sont dit, puisque les Américains ne nous protègent pas, autant directement parler à l'Iran. Directement parler à l'Iran, effectivement. Slimane Zeguidour, est-ce que dans cet épisode international, on peut se dire que le prince héritier Mohammed Ben Salman essaye de tirer aussi un petit peu profit de tout ça pour recentrer cet épisode sur la scène régionale? Il veut un petit peu montrer que l'Arabie Saoudite compte de nouveau? C'est une vraie préoccupation parce que dans la gigantesque redistribution des cartes qui est en train de s'opérer, on voit qu'émerge sur ce
Moyen-Orient compliqué, 3 puissances, l'Iran, la Turquie et Israël. Donc pour l'instant, c'est l'Arabie saoudite. Dans l'identité, il y a un brouillage de l'identité géopolitique de l'Arabie saoudite. Est-elle encore la grande puissance du Golfe, vu l'activisme des Émirats arabes qui envoient des sondes sur la planète Mars, qui deviennent une puissance cyber qui investit à tous azimuts à travers le monde. Donc l'Arabie saoudite se sent un peu, d'une certaine manière, prisonnière de sa propre puissance, en ce sens qu'en tant que puissance musulmane géopolitique, elle ne peut pas se permettre les ouvertures que se permettent le Qatar ou les Émirats. Donc il y a une recherche d'une nouvelle posture géopolitique dans la région, que sa richesse et sa démographie autorisent, mais que sa fonction religieuse retient. Fatia Dazi, se repositionner dans la région, mais au-delà également pour l'Arabie saoudite, selon vous? Non, la priorité, c'est vraiment la région et notamment essayer de se sortir de ce bourbier qu'est la guerre au Yémen. Ça, c'est vraiment la plus grande des urgences pour Riyad. Mais apparemment, les Houthis sont sur le point de prendre la ville de Mareb, qui est un verrou stratégique, puisqu'elle concentre toutes les richesses pétrolières du Yémen. Et ça, après la défaite militaire saoudienne au Yémen, ça serait la pire des défaites politiques. Et là, ça serait pire que tout, parce que ça a toujours été l'arrière-cour de l'influence saoudienne, le Yémen. Et ça, c'est vraiment la priorité absolue pour Riyad, essayer de se sortir de ce conflit. Quelles conséquences dans les semaines, les mois à venir, selon vous? Qu'est-ce qu'il va falloir surveiller particulièrement dans ce conflit entre l'Arabie saoudite et les autres pays? Ils sont le seul conflit qui est directement lié à Riyad, c'est le Yémen. La tension la crise avec le Liban, c'est un épiphénomène à côté. Hein. Mais je pense ce qu'il faut surveiller, c'est ces fameuses discussions irano-saoudiennes. Qu'est-ce qu'elles donnent? Apparemment, ça n'avance pas énormément. Mais les Iraniens aussi ont la volonté quand même de retrouver quand même aussi une certaine normalisation dans la région. Donc c'est ça qu'il faudra regarder. Les Saoudiens attendent beaucoup des Iraniens sur la sortie de crise, sur la sortie de conflit au Yémen. Et attendent beaucoup qu'ils influencent et qu'ils pèsent de tout leur poids sur les Houthis pour que les Houthis reviennent sur la table des négociations. Et on surveillera tout ça effectivement dans les semaines, dans les mois à venir. Merci beaucoup Fatia Dazi d'être venue sur le plateau de TV50. Merci à vous également, Slimane Zeguidour.